Bonjour à tous, pour ce troisième épisode de notre rendez-vous mensuel Pièce maîtresse, nous avons voulu vous immerger dans l'édition 2022 de notre rencontre annuelle, qui se déroulera du 28 novembre au 3 décembre prochain. Comme l'an passé, tout se passera sur notre chaîne YouTube ocof.com où nous vous diffuserons 12 entretiens exceptionnels autour du thème « Les guerres de demain ». Comment se nourrir demain dans un contexte de pénurie? Serons-nous à court d'énergie? Sur quoi débouchera la guerre en Ukraine? Une guerre mondiale entre la Chine et les États-Unis est-elle possible? Quelles sont les guerres économiques en cours? Quid de l'avenir des crypto-monnaies et des marchés financiers? À quoi ressemble une cyberguerre? Voilà quelques-unes seulement des questions que nous avons posées à 12 invités exceptionnels. Parmi eux, Nicolas Meillan, Sébastien Abyss, Nicolas Chéron ou encore Faustine Fleuret. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous les invités et les sujets abordés lors de cette semaine exceptionnelle sur le site ocof.com. Le lien est dans la description de cette vidéo. Nous recevrons également Thomas Flichy de la Neuville, docteur en droit, agrégé d'histoire et titulaire de la chaire de géopolitique de la Rennes School of Business, qui nous parlera des mers comme enjeu géopolitique majeur. En guise de mise en bouche, nous vous proposons un entretien avec ce même Thomas Flichy qui nous parle ici des monnaies impériales. Bon visionnage. Peut-être comme première question, j'ai envie de vous dire où en est l'état du monde, les équilibres géopolitiques sont comment en ce moment? Peut-être avant de parler des tensions, on pourrait dire que le monde aujourd'hui est marqué par trois tendances majeures. La première tendance, c'est la numérisation du monde, l'accélération numérique qui génère une aspiration des cadres, des jeunes cadres vers le marché du numérique. Cette numérisation du monde a des conséquences géopolitiques. Il entraîne en fait une translation des champs de bataille du sol et des océans vers notre cerveau, qui est devenu le nouveau champ de bataille. La deuxième tendance, c'est que la numérisation du monde, au lieu d'effacer les identités, a enfermé les individus dans des petites bulles numériques où ils partagent leurs goûts avec d'autres individus très proches. Et donc cette numérisation a généré une radicalisation politique, culturelle, religieuse. Et cette radicalisation est presque voulue par un marché qui se nourrit de nos goûts et qui a intérêt aujourd'hui à individualiser les produits afin de cibler exactement son offre vers les clients. Ça, c'est la deuxième tendance. Donc, numérisation, radicalisation culturelle. Et la troisième tendance, c'est une aspiration assez universelle des hommes à une reconnexion avec la nature sauvage pour échapper à la fois à l'enfermement dessèchement numérique et à cet enfermement dans des bulles numériques qui, finalement, réduit nos libertés. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement le pouvoir est entre les mains, ce qu'on appelle les GAFAM, finalement, et puis les États, ou presque? Le pouvoir a connu une translation, effectivement, vers le domaine du numérique. Aujourd'hui, quand on regarde les élections dans le monde, on peut remarquer que les écarts entre les deux candidats sont généralement assez faibles. Et les médias s'étonnent de cet écart minimal entre les candidats. En réalité, cet écart s'explique pour une raison très simple. Les candidats fondent leur discours sur l'analyse des données des électeurs, et donc les discours se rapprochent les uns des autres de façon infinitésimale, et les discours eux-mêmes ne veulent plus rien dire et sont construits sur un agrégat de phrases qui ciblent chacune une portion de l'électorat. Donc l'électeur ne comprend pas, mais pendant 10 secondes, il est touché par une phrase. Donc c'est de la politique émotionnelle? Oui, c'est l'utilisation des données pour... finalement, c'est un champ politique qui est devenu un accessoire du marketing. Est-ce que c'est cette guerre des data, cette guerre des données, cette volonté d'avoir la possession des données, est-ce que c'est quelque chose qui date d'il y a 10 ans ou est-ce que c'est en train de monter très fort maintenant et ce sera à l'avenir? Nous sommes en train de connaître une accélération numérique absolument exceptionnelle qu'on pourrait comparer à la révolution industrielle. On n'en voit pas la fin. On sait que ce marché est exponentiel et capte aujourd'hui les talents. Et il se traduit de façon géopolitique en un combat entre la Chine, qui a la plupart des données grâce à l'homogénéité de sa population, et les États-Unis qui se focalisent sur les algorithmes. Donc les Chinois ont intérêt à avoir les algorithmes des Américains
et les Américains ont intérêt à avoir les données chinoises. Alors, aujourd'hui, le monde est réparti en combien de blocs, combien de parties avant la chute du mur de Berlin, la vie avait l'air d'être assez simple, en tout cas pour l'analyste géopolitique. Il y avait 2 blocs et puis quelques non alignés. Est-ce qu'aujourd'hui, on est visiblement plus dans ce sujet-là ? Pour résumer la géopolitique et les tensions géopolitiques existantes et qui sont héritières d'une très longue histoire, on pourrait dire qu'il y a 2 camps principaux. Le premier camp, c'est celui des républiques océaniques et libérales, l'Angleterre, la Hollande et leurs filles, les États-Unis, qui ont conquis le monde grâce à la combinaison de leur flotte de guerre et de leur flotte de commerce. Ces républiques océaniques libérales ont été fortes sur les mers et se sont imposées dans le monde depuis environ 5 siècles et ont défait un autre système, d'autres civilisations, qui sont des civilisations continentales, platoniciennes, alors que ces républiques sont basées sur Aristote, sur l'expérience. Elles les ont défait, et en face d'elles, il y a des empires continentaux, des aristocraties militaires, liées les unes aux autres par une parenté de culture, et qui aujourd'hui se sont rétractées en Eurasie pour former ce qu'on pourrait appeler un nouvel empire mongol, c'est-à-dire l'association de la Chine, de l'usine chinoise, du cerveau créateur iranien et du réservoir de matières premières et d'hydrocarbures russes. Lorsque l'empire mongol se décompose au XIIIe siècle, on le voit très bien sur les cartes animées, eh bien, il se décompose en 3-4 blocs, russes, chinois, persans et turcs. Et puis, face à cette prise de force qui explique pratiquement tous les conflits aujourd'hui, où il y a une ingérence américaine ou chinoise ou celle de leurs alliés, nous voyons l'émergence d'un nouveau bloc, peu perceptible encore, qu'on pourra appeler celui des neutres opportunistes, qui entretiennent des relations avec l'Amérique et avec la Chine et leurs alliés, afin de préserver leur autonomie stratégique. Les neutres opportunistes, c'est quoi comme pays, par exemple ? Alors, ces neutres opportunistes, on les trouve beaucoup en Amérique latine. Ce sont les pays qui ont refusé de condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On les trouve également, il suffit de regarder les cartes qui ont été publiées par les Nations Unies sur les pays africains qui sont abstenus de voter, de voter. Donc on les trouve en Afrique et également au Moyen-Orient, car le Moyen-Orient est en train de connaître un glissement lent mais certain depuis le camp occidental, lorsque l'Amérique se substitue à la Grande-Bretagne vers les Orientaux. Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais je crois que vous avez complètement oublié l'Europe. Effectivement, l'Europe... Mais parce qu'elle a dans les neutres opportunités. Alors, non, mais partout. Même vous avez parlé du bloc Russie, Chine, Téhéran. Vous avez parlé des États-Unis. Et là, vous n'avez pas parlé de l'Europe. Effectivement. Alors, l'Europe, elle est en réalité divisée entre des cultures maritimes libérales et des cultures continentales. Cette division, on la voit, elle est très ancienne. C'est la lutte, par exemple, entre Venise et Florence. Venise, qui fonde sa puissance sur l'échange entre l'or qui vient d'Inde et de Chine contre l'argent des mines d'Europe centrale. Venise qui ne crée pas grand-chose et qui tombe sous les coups de Bonaparte à la fin du XVIIIe siècle. Et Florence, l'État-nation qui émerge, qui est le contre-modèle de Venise. Et donc cette opposition entre Venise et Florence, on la retrouve dans l'opposition entre l'Angleterre et la France pendant des siècles, ses ennemis héréditaires. Aujourd'hui, cette Europe, elle est passée dans l'ombre de la puissance américaine contre sa propre culture et contre sa propre civilisation, qui est une civilisation pour l'essentiel continentale. Vous avez commencé à l'évoquer, cette époque des empires, des empires, on va dire, jusqu'au XVIIIe siècle, était accompagnée par de l'économie, du développement économique et notamment des monnaies. Et à ce moment-là, c'était l'influence des monnaies qui faisait que l'empire du moment était fort. C'est-à-dire le louis d'or contre le souverain. Et aujourd'hui, est-ce que c'est toujours pareil ? Alors, est-ce que c'est vrai qu'en général, la monnaie servait de limite d'outil de communication et de pouvoir à l'époque ? Et est-ce que c'est toujours vrai ?
D'abord, la réalité impériale n'a pas disparu. Cette réalité impériale qu'on peut noter au XVIIIe siècle, elle demeure aujourd'hui puisque les États-Unis et la Chine se comportent comme des empires. Et lorsqu'on s'intéresse à la géopolitique, il y a quelque chose d'un petit peu frustrant, c'est que finalement on s'intéresse à la surface des choses, à l'écume, aux tempêtes qui balaient le monde. Ces tempêtes, ce sont les guerres. Mais la plupart du temps, lorsqu'un empire ou une puissance veut exercer son pouvoir, il fait des opérations d'influence et non pas des guerres. Donc nous nous intéressons à l'écume, mais dans la prise de force entre la Chine et les États-Unis, ce qui sous-tend ces oppositions, c'est naturellement une prise de force financière, c'est la lutte sourde et finalement totalement opaque entre un dollar qui décline aujourd'hui, les États-Unis voyant leur État comme une Rome finissante, et d'autres monnaies plus faibles encore faibles, comme le yuan chinois qui s'est numérisé, qui a conclu des accords avec SWIFT pour que les PME européennes puissent payer soit en yuan, soit en dollars, de façon très habile. Une économie chinoise encore faible, qui n'a qu'une peur, c'est d'être déconnectée de l'économie, de la finance mondiale. Donc oui, la géopolitique n'est que l'écume, elle ne fait que nous permettre juste de percevoir des luttes financières souterraines beaucoup plus profondes et qui sont en fait le cœur du pouvoir. Pour vous, qui étudiez les signaux faibles, aujourd'hui c'est le problème du dollar qui est majeur dans les conflits qu'on connaît ou qu'on connaîtrait dans un avenir proche ? Alors, la confiance dans les monnaies, il y a un paramètre psychologique dans la confiance qu'on accorde à une monnaie. Les États-Unis, depuis 20 ans, les élites américaines ont désindustrialisé les États-Unis au profit de la Chine. Et par conséquent, les États-Unis sont une puissance industrielle plutôt déclinante, ce qui sape la confiance que l'on peut avoir dans le dollar américain. Et par conséquent, les investisseurs, il n'est pas rare que des investisseurs m'interrogent sur cette question de la fin des empires, du lien entre l'empire et la monnaie. L'événement le plus important que nous ayons connu depuis un an n'est pas tellement la guerre d'Ukraine, où les regards étaient braqués au sud, alors que les enjeux étaient au nord, autour de Nord Stream 2. L'événement le plus important, c'est la déclaration de Mohammed Ben Salman, qui dit « Nous nous réservons la possibilité de pouvoir vendre notre pétrole en yuan. S'il le faisait, ce serait la fin des États-Unis. » Là, vous pensez que si l'Arabie Saoudite, par exemple, dit à partir d'un moment, on va arrêter d'avoir le dollar, le pétrodollar comme référent, vous pensez que là, ça va provoquer en tout cas une réaction forte des Américains qui considéreront que leur empire est sur le coup très défaillant ? Si le dollar est menacé, les États-Unis feront la guerre. Ils ne peuvent pas laisser le dollar être menacé, autrement ils disparaissent eux-mêmes, immédiatement. Donc, naturellement, la déclaration de MBS était un chantage vis-à-vis des États-Unis. C'était une façon de négocier la position de l'Arabie Saoudite. Mais tout de même, on note au Moyen-Orient un certain glissement vers un rééquilibrage. Et justement, ces nôtres opportunistes, eh bien, cette mouvance est aussi en train de se développer au Moyen-Orient. À travers l'histoire, des monnaies attaquées ont provoqué des guerres ? Oui, la faiblesse monétaire peut générer, est liée à la faiblesse géopolitique. Lorsqu'on regarde l'histoire de l'Empire romain au IIIe siècle, l'histoire des crises romaines où la pression sur les frontières de Rome sont importantes, où les empereurs finalement font des règnes d'à peu près 2 ans et demi, c'est aussi un temps d'inflation majeure, d'affaiblissement monétaire, et c'est le moment où la Gaule se sépare de l'Empire romain pour former brièvement un État indépendant, tout comme la Syrie de la reine Zénobie. Donc, pour vous, la monnaie est toujours liée à la souveraineté d'un pays. Elle est même le fondement, elle est même la chose la plus importante avant les appâts finalement les apparences de la puissance. Finalement, derrière le pouvoir politique, ce qui compte, c'est naturellement l'assise financière. Et dans ce jeu entre les apparences politiques et la puissance financière, la plupart du temps, c'est la puissance financière qui l'emporte, sauf quelques exceptions. Souvenons-nous finalement de Louis XIV et Fouquet.
Napoléon et le banquier Ouvrard qui essaye de le miner lorsqu'il est en Russie, ou encore Vladimir Poutine et les oligarques. Voilà. Donc là, on a des exceptions historiques au cours desquelles celui qui n'avait pas été prévu pour exercer la puissance, finalement, met au pas les financiers. Alors on a vu, pour revenir dans l'actualité de l'année 2022, Vladimir Poutine défendre bec et ongle son rouble. Est-ce que ça répond de la même stratégie et imaginaire, j'allais dire, politique ? Oui, très clairement, nous sommes en Europe orientale, il y a un conflit surtout géoéconomique. Le but essentiel des États-Unis depuis que la marine de guerre américaine a supplanté la marine britannique et la marine allemande, ce but stratégique est d'empêcher la connexion entre l'usine allemande et les réservoirs gigantesques d'hydrocarbures, de main-d'œuvre de la Russie, car ils savent que si cette connexion se fait, eh bien une puissance géopolitique apparaîtra en Eurasie, qui serait un véritable empire mongol et qui serait capable de les faire tomber. Si l'Eurasie se fédère, elle n'a plus besoin de ces grandes îles américaines, elle peut faire un marché en se passant du reste du monde. Donc il y a bien derrière l'Ukraine aussi une guerre monétaire, et il y a eu plusieurs effets d'annonce au cours desquels Russes, Chinois, Iraniens et d'autres puissances déclaraient que désormais les échanges ne se feraient plus en dollars. Donc ce sont des signaux faibles qui indiquent que le monde est en train de changer, de se diversifier, et que la puissance américaine dominante est naturellement challengée par de nouveaux acteurs. Et on a vu aussi depuis quelques décennies les Russes renforcer leur stock d'or, et les Chinois aussi. Donc on est vraiment dans une stratégie de dédollarisation de ces pays-là. Alors oui, la façon pour les États-Unis, pour la Russie et la Chine de former une alternative au dollar, c'est de jouer sur plusieurs vecteurs. Donc naturellement, utiliser leur propre monnaie en lieu et place du dollar, et aussi en lieu et place de l'euro, et très clairement accumuler des stocks d'or dans ces deux pays. Cette accumulation est très importante et génère aussi peut-être une hausse du cours de l'or. Je ne suis pas assez bien placé je n'ai pas regardé avec détail les chiffres, mais en tout cas l'accumulation des stocks d'or est très nette au sein du nouvel empire mongol. On se souvient qu'après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis avaient eux-mêmes accumulé un stock d'or considérable au détriment des Européens, et ce qui leur a permis d'exercer une grande puissance pendant toute la seconde moitié du XXe siècle. Ça, on a l'impression que c'est vieux comme les conflits et les guerres. L'or sert à financer les guerres, l'or sert à soutenir un pays qui ne va pas bien. On est toujours sur ce métal qui reste vraiment la garantie. Peut-être aussi, l'une des raisons que l'or demeure une garantie, c'est que dans un monde qui est en train de se numériser, cette numérisation génère beaucoup d'anxiété et d'incertitude. Le champ de bataille, c'est aussi notre cerveau. Entrer dans notre cerveau, c'est une façon pour des sociétés de nous vendre des produits, de nous vendre un candidat électoral. Et donc cette vaporisation du monde, cette vaporisation numérique du monde, face à cette vaporisation numérique, l'être humain souhaite se raccrocher à des réalités, tout simplement. Des référents culturels, tangibles. Voilà, ouais. Tangibles. Donc c'est effectivement, ça peut être la terre, ça peut être l'immobilier, ça peut être l'or, mais c'est, je pense, lié aussi à l'accélération numérique. Vous parliez tout à l'heure de l'Eurasie. Est-ce que ce que vous décrivez là, c'est-à-dire une possible connexion entre, on va dire, l'Allemagne industrielle et le gaz russe, appelons ça comme ça, est-ce que c'est l'Europe de l'Atlantique à l'Oural de Gaulle ? Oui, c'est en fait une connexion, une grande complémentarité entre cette usine allemande et ses réservoirs de gaz russe. Elle a été tentée à plusieurs reprises au cours du XXe siècle. Il y a aussi des mouvements d'influence allemands qui souhaitent un rapprochement avec la Russie. Aujourd'hui, ils se parlent non plus en Allemagne ou en Russie, mais à Dubaï, où ils tentent de trouver une solution à cette séparation qui serait préjudiciable finalement à tout le monde. Donc oui, il y a eu des tentatives, mais aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que les États-Unis, afin de compenser le manque énergétique de tout le glacis oriental de l'Europe,
ont proposé à des pays comme la Pologne ou la Bulgarie de les doter de centrales nucléaires afin qu'ils puissent se passer de gaz russe. Donc on a une nucléarisation aujourd'hui du glacis d'Europe orientale aux frontières de la Russie. C'est-à-dire protection plus énergie. Exactement. Protection plus énergie alternative, sans compter les terminaux gaziers de Poméranie polonaise où le GNL américain est exporté. Si on regarde les signaux faibles, quand vous observez les signaux faibles de maintenant, est-ce que vous vous dites que, vous l'avez dit, ce que vous appelez l'Empire mongol est en train de se développer, mais est-ce que la Turquie, qui a été très présente et puis qui est allée faire la guerre, pas très loin de chez nous, pareil, à côté de l'Arménie, est-ce que la Turquie va aussi prendre soit sa part avec les Chinois, par exemple, ou va finir par vouloir être seule et conserver peut-être un autre leadership dans un autre monde ? Alors, le monde turc est extrêmement intéressant car ce monde turc, quand on regarde des cartes des turcophones dans le monde, eh bien, on s'aperçoit que la Turquie est l'extrême occident d'une sphère immense de civilisation qui va jusqu'au Xinjiang chinois. Le monde turcophone est donc la clé d'unification du nouvel empire mongol. Poutine, qui est lettré, l'a bien compris. Lorsqu'un avion russe a été abattu en Syrie, il y a eu une possibilité de confrontation entre la Turquie et la Russie. Très habilement, les Russes avaient ramené avec eux la Turquie, avaient signé des accords à la fois pour la vente d'armes et des accords de coopération nucléaire. Et puis, avec la guerre d'Ukraine, la Turquie s'est détachée de la politique russe pour une raison très simple. Lorsqu'en 1750, la Russie fait sa poussée militaire vers le sud et donc ouvre à la fois une fenêtre sur la mer à Saint-Pétersbourg au nord et une fenêtre au sud à Odessa, ce pays qui a un grand déficit maritime face à ses concurrents océaniques, la Russie prend des terres à l'Empire ottoman. Et ça, les Turcs ne l'ont pas oublié et ils considèrent que finalement, c'est une reconquête sur des terres anciennement ottomanes, d'où ce soutien militaire ou des drones turcs aux Ukrainiens. Et l'accueil des Russes qui fuient la Russie, là, en ce moment aussi. Absolument. La Turquie a beaucoup hésité entre, on pourrait dire, trois directions. Le néo-ottomanisme pour reconquérir les terres anciennement turques jusqu'à la Chine, l'intégration dans l'Union européenne qui n'a pas vraiment réussi, et la récupération de leur empire au sud, en Syrie, où là, il y a quand même aujourd'hui des velléités turques d'installer des bases militaires et même de coopérer jusque sur les côtes d'Afrique orientale. Donc les Turcs vont rester neutres ou vont protéger leur empire ottoman, voire le développer, le redévelopper Ils essayent d'avoir une politique relativement équilibrée. Ils tiennent la marine russe au réseau des détroits dans une nasse. C'est à la fois le pire allié de la Russie, puisqu'il y a une vieille histoire de confrontation avec le monde russe. Donc les Russes vont tenter de tirer leur épingle du jeu dans cette confrontation, mais ils ont été très hésitants jusqu'à présent. Parce qu'on les a vus récemment quand même autour de l'Arménie, avec les Russes qui défendaient les Arméniens et les Turcs qui défendaient le camp d'en face. Absolument. Le conflit ukrainien a éclipsé un autre conflit qui est celui entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. L'Azerbaïdjan a un accord avec Israël puisqu'il fournit du pétrole à l'Israël qui lui assure en échange un soutien militaire. L'Arménie est très liée à la Russie au point de vue énergétique et au point de vue de ses élites. Et donc, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, on a un bis, finalement une répétition, un autre exemple de ces conflits entre les Occidentaux et les Orientaux. Et effectivement, les combats ont repris entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, avec chaque camp soutenant le sien. Et on peut dire que de façon globale, le conflit en Ukraine a généré une récession des Russes de la sphère de l'Asie centrale. Vous avez beaucoup parlé de numérisation, et notamment de la numérisation des cerveaux, et on l'a vu, les Russes ont bien travaillé là-dessus sur les élections occidentales ces derniers temps. Mais aujourd'hui, la guerre aux portes de l'Europe, c'est une guerre conventionnelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu de cyberguerre, on n'a pas vu de coupure d'Internet, on n'a pas du tout vu ça. On a vu des canons et des bombes et des avions. Alors,
Il y a peut-être deux plans. Effectivement, on s'est illusionné jusqu'à présent en pensant qu'on pourrait faire la guerre à l'avenir avec des forces spéciales et des moyens de renseignement efficaces. Ça, c'est la guerre contre le terrorisme à la française et à l'américaine. Voilà, donc ça, c'est une guerre qui a manqué son but. Peut-être aussi parce que nous appartenons à des sociétés technicisées, finalement où chacun occupe un poste de spécialiste et tout l'enseignement supérieur est fondé sur cette formation de spécialistes de la guerre, de la finance, du droit, des techniciens qui ne se parlent pas forcément entre eux, qui n'ont ni vision ni recul et donc ne sont pas capables de développer une intelligence collective. Ces échecs militaires sont dus à une déconnexion entre l'action technique militaire qui a réussi sur le terrain et l'absence de finalité politique. Il faut toujours se rappeler de La Fontaine, en toute chose, il faut considérer la fin. Donc, guerre conventionnelle, oui. Peut-être, je vous coupe, mais peut-être aussi que la volonté d'installer une démocratie à la mode américaine pour l'Afghanistan et autres ne fonctionne plus non plus. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à imposer à des populations un nouveau modèle démocratique qui ne leur va pas. Peut-être aussi la raison, c'est que les États démocratiques ont connu avec la numérisation une translation qu'on pourrait qualifier de translation impériale, car le téléphone portable, tout simplement, permet, que ce soit en Chine ou aux États-Unis, plus de contrôle sur les populations. Et donc, ce qu'écrit Chateaubriand sur le passage de la République à l'Empire est également valable pour aujourd'hui. Souvenons-nous de ce mot des Mémoires d'outre-tombe, lorsque Chateaubriand évoque Napoléon et qu'il dit « Un moucheron qui volait sans son ordre était à ses yeux un insecte révolté ». Est-ce que vous avez l'impression, vous qui êtes historien, et est-ce que c'est quelque chose que vous admettez, que l'histoire bégaye ou l'histoire se répète ? Effectivement, ce sont les Britanniques qui ont beaucoup travaillé sur les redondances de l'histoire, faisant des études sur tout simplement statistiques, sur la récurrence des batailles terrestres et des batailles navales qui se concentrent dans un mouchoir de poche. Donc effectivement, lorsqu'on regarde les conflits entre la France et l'Allemagne, c'est toujours aux mêmes endroits que l'ennemi passe. Brodel a écrit de belles pages là-dessus. Vous êtes en train de dire, je reviens là-dessus parce que vous êtes en train de dire que finalement les guerres passent toujours par le même détroit, par le même col, par ces mêmes choses. Donc quand même, la géographie, aujourd'hui on a les avions, on passe au-dessus. On n'est plus obligé de faire passer les canons tirés par des chevaux à travers la brèche de Roland, quoi. Oui, mais à un moment, on est rétabli par les réalités géographiques, par le climat, par l'immensité des territoires. Donc, même si en Ukraine, par exemple, il y a eu une numérisation du champ de bataille, même si le cerveau des opérations ukrainiens s'est déporté aux États-Unis, qui permet aujourd'hui à un jeune de ploter un char russe et de cibler une attaque, malgré cette vaporisation numérique du champ de bataille, la guerre qui va être menée dans les prochains mois sera surtout une guerre conventionnelle. Oui, puis on a vu que finalement, le problème, c'était le sol avec la neige qui fondait et qui faisait que les tanks s'embourbaient. Voilà. En conclusion, vous diriez quoi ? Quelles seraient pour vous les guerres de demain ? Quelles seront ou quelles seraient ? Bien sûr, le bras de fer entre les États-Unis et la Chine va rester quelque chose de prégnant, donc structurant pour la géopolitique mondiale. Mais il ne sera pas la seule clé d'explication. Lorsqu'on regarde l'Afrique aujourd'hui, elle est marquée par aussi des concurrences internes à un moindre degré. Lorsqu'on constate finalement la concurrence entre l'Algérie et le Maroc, une Algérie plus liée à la Russie, le Maroc plus aux États-Unis, on retrouve à une échelle supérieure des conflits qui sont aussi imbriqués les uns dans les autres et quelquefois difficiles à décrypter. Merci beaucoup pour toutes ces informations et ce lien avec l'histoire qui est toujours effectivement intéressant pour éclairer notre quotidien et notre avenir.